on retrouve beaucoup de défis dans la modernisation du secteur de ce secteur, notamment à travers sa digitalisation. Je prends quelques exemples, notamment la production. On a besoin de monitoring des assets. On utilise par exemple, dans la distribution, on utilise de l'IoT qui permet par exemple d'identifier des fuites dans le réseau de distribution. On va utiliser des systèmes de géomapping pour pouvoir aller faire des analyses sur l'ensemble du réseau. On va avoir des défis en termes de télécom pour pouvoir faire communiquer tous ces outils. On va utiliser des systèmes de modélisation qui va permettre de modéliser par exemple, toute la distribution de l'eau, c'est la même chose qu'on va retrouver, c'est les mêmes outils que l'on va retrouver en fait dans le secteur de l'énergie. On va retrouver aussi tout le défi des automates et de l'automatisation en général, et puis il y a aussi les big data et l'intelligence artificielle qu'on va aller appliquer dans une série finalement de projets et de modernisation de la filière. Et donc on voit en fait que ces défis-là sont exactement les mêmes. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les acteurs économiques au sein du cluster et en fait au sein du secteur socio-économique, on retrouve des entreprises qui en fait sont expertes aussi bien dans le secteur de l'eau que dans le secteur de l'énergie. Donc on voit évidemment énormément de liens. En termes d'innovation, je pense que les deux secteurs ont besoin d'innover pour pouvoir répondre en fait à l'objectif climatique. Et donc, on voit toute une série de thématiques sur lesquelles on va pouvoir retrouver des liens, notamment l'adaptation climatique du secteur de l'eau et du secteur énergétique, la conservation de l'eau, l'ensemble des process qui utilisent de l'eau dans l'industrie. Donc, comme j'ai mentionné, les solutions digitales, le nexus qui est énergie-eau, mais aussi avec l'agriculture dedans. Et donc là, c'est tout l'approvisionnement dans les pays en voie de développement. C'est toute la flexibilité du système qu'on doit amener et c'est évidemment la flexibilité énergétique et le volet énergie renouvelable avec, par exemple, des variateurs de vitesse à mettre en place, des suivis, des audits, un lien potentiel avec les accords de branche. Donc, il y a tout un lien évidemment possible sur les défis qu'on retrouve dans les deux secteurs. Je prends une boule, le process Water from Industry. Euh, Hop, c'est plus loin, voilà. Ici, on retrouve ces défis dans l'exemple de l'agroalimentaire, typiquement. Donc là, Spadel a installé 1000 panneaux solaires sur ses différents sites. Il est en train d'encore investir sur les différents sites d'embouteillage. Donc là, c'est le lien avec, par exemple, la logistique. On voit que donc les acteurs, par exemple, de l'agroalimentaire et de la production d'eau, euh, se positionnent évidemment de manière importante sur la production d'énergie renouvelable, sur l'efficacité énergétique aussi et sur la flexibilité. Donc, il y a un projet intéressant qui avait été mené avec, qui s'appelle Industor avec plusieurs entreprises du cluster qui permettait de modéliser, optimiser la consommation, production, le stockage sur des grands sites industriels, notamment sur le site de AB InBev à Jupy. Donc, c'est voir vraiment le potentiel là, de flexibilité sur les sites, ce qui est intéressant pour évidemment certains grands acteurs du secteur de l'eau. Et alors, évidemment, tout le système de traitement de l'eau, c'est moins le sujet du jour aujourd'hui, mais évidemment, c'est aller récupérer sous forme de biogaz ou sous forme de thermie l'énergie qui existe encore dans ces filières. Si je reviens à l'innovation, nous, on se positionne évidemment pour soutenir l'innovation en Wallonie et je pense que là, il y a un lien évidemment qu'on peut mener. On l'a fait pour le secteur de l'énergie, mais on peut le faire aussi sur un secteur de énergie eau. C'est le montage de projets, que ce soit des projets d'investissement ou d'innovation d'ailleurs, mais on est vraiment le relais vers typiquement le SPW, R&D Wallonie ou les pôles de compétitivité. Et si on parle de mécanique, de pompe, on va aller plutôt s'orienter vers des pôles comme Mécatech ou si on s'occupe de la chimie, on va plutôt s'orienter vers Greenwind. La SWT est déjà en fait un acteur impliqué dans l'innovation. Je pense qu'on aura peut-être des précisions pendant leur présentation, mais je voulais ici préciser qu'on a un projet qui s'occupe justement d'aller optimiser la production d'énergie renouvelable sur site, typiquement éolien et photovoltaïque. C'est le projet Interest qui en fait a l'objectif d'aller mettre en place des stations de recharge de voitures, de véhicules, de bus, de camionnettes et d'aller voir en quoi cette production d'énergie renouvelable peut être optimisée sur site. Donc là, il y a toute une série de logiciels qui est mise en place pour pouvoir optimiser cette charge. Et alors, on va utiliser soit l'électrique, soit l'hydrogène pour pouvoir amener en fait ces solutions sur les sites. Et ça peut aller alimenter les bâtiments
ou alors les flottes. Et donc évidemment, les WDE ayant aussi un acteur important consommateur, je pense qu'il est important. Et donc on a fait ce lien avec ce projet. Et donc c'est aussi intéressant de mettre les WDE comme un acteur de l'innovation centrale dans le secteur évidemment de l'eau, mais aussi de l'énergie. Si je reprends l'axe aussi international, là je vois beaucoup de liens en fait entre les deux secteurs. Premièrement, on n'est pas les seuls clusters à se positionner, à se dire qu'il y a un lien intéressant entre l'énergie et l'eau. Il y a plusieurs autres clusters qui ont créé des partenariats énergie-eau au sein de l'Europe. On travaille avec des Danois, le cluster Clean, il y a un cluster italien, et on voit qu'il y a toute une série de technologies qui essayent de mettre en place en train en fait, de favoriser les synergies entre les deux écosystèmes. Et donc, on voit que c'est évidemment une thématique soutenue en Europe et aussi au-delà de l'Europe, en Afrique typiquement. Je vois beaucoup de liens entre les deux secteurs. Quand on fait une mission, on peut tout à fait imaginer une mission énergie-eau, puisque les ministères sont souvent connectés, les agences sont connectées, les infrastructures sont connectées, les organisations internationales qui vont travailler, qui vont faire des financements sont aussi de plus en plus connectées. Et on voit typiquement dans les appels d'offres Nations Unies que maintenant, il n'y a plus aucun appel d'offres presque sur l'eau. En tout cas, quand il y a besoin d'une consommation d'électricité, par exemple, pour le pompage, il le lie directement fait sur les énergies renouvelables. C'est une imposition sur la plupart des appels d'offres. Et donc là, il est intéressant d'avoir une vision concertée entre les deux secteurs. Et je pense que là, il y a un défi énorme sur justement l'eau et l'énergie. Quand on voit en fait certains pays, on avait fait une mission en Ouganda, quand on voit par exemple que l'Ouganda a 80% de sa population qui n'a pas accès à l'électricité et presque 90, un peu plus de 90% qui n'a pas accès de manière sécurisée à de l'eau potable. Il y a un vrai travail concerté entre les différents acteurs sur ce niveau international et un vrai challenge. On voit évidemment que les appels d'offres sont liés. Donc Enabel, par exemple, ici récemment, un appel sur le Mozambique a besoin de pompage d'eau typiquement et impose des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir se faire. Et elle impose aussi de réfléchir de manière innovante pour pouvoir éviter, parce qu'il y a des problèmes de production d'eau, alors qu'il y a, avec les défis climatiques, aussi des inondations, typiquement dans la zone concernée. Donc on voit en fait que les défis climatiques, énergétiques et de l'eau sont en fait souvent et de plus en plus connectés. Et la dernière chose que je voulais mentionner, bah, c'est l'ambition aussi d'arriver peut-être à des solutions collectives sur le marché avec toute une série d'entreprises wallonnes. Donc on a, lors de nos missions Ouganda, Rwanda, on a développé toute une promotion autour de cette solution qui peut être collective entre plusieurs PME ou grandes entreprises d'ailleurs, Wall4Grid. Et donc c'est toute une solution où on utilise en fait le savoir-faire d'entreprises qui peuvent mettre des panneaux photovoltaïques, de l'hydro, de l'éolien, du stockage sur site, vraiment une compétence réseau électrique. Et alors, au niveau des demandes, soit électrifier des villages typiquement, ou alors utiliser cette électricité pour aller pomper de l'eau ou même traiter de l'eau de manière délocalisée. On voit qu'il y a pas mal de PME qui ont des solutions innovantes sur ces filières et je pense que là, il est important de se positionner. Dernier slide, ben, je pense qu'on peut aller plus loin sur ce secteur eau. Donc, on est disponible pour avoir des groupes de travail si on a des opérateurs, des secteurs identifiés avec des besoins sur ces deux filières. Je pense qu'il y a des liens qui vont se faire de manière naturelle sur les missions. On avait normalement prévu une conférence énergie eau au Sénégal lors de la mission princière, aussi à Dubaï lors de l'Expo universelle. Tout ça est reporté à cause du Covid, mais ça reste quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer. De l'intelligence, la veille marché. Ça, c'est aussi des liens qui peuvent se créer entre les structures et un éventuel potentiel soutien à la structuration, puisqu'on l'a fait pour le secteur de l'énergie. Et donc, on voit qu'on a l'ambition d'aller plus loin sur ces filières-là. Donc voilà pour cette première mise en bouche, on va dire, du secteur. Et
une information plutôt de termes techniques, le webinaire est enregistré et aussi vous avez la liste des inscrits dans le chat. Maintenant, en termes de méthodologie, on propose, donc il va y avoir une introduction par Philippe Bourri, donc, qui est membre du comité de direction de la SWDE, et on fera une session de questions-réponses juste après sa présentation, puisqu'il devra nous quitter avant la fin du webinaire. Si vous avez des questions, utilisez le chat et nous-mêmes, on les posera aux personnes de la SWDE. Donc, utilisez le chat, comme ça on n'utilise pas le micro, puisqu'on est quand même un certain nombre à suivre le webinaire. Donc, je vais ici arrêter le partage de ma présentation et on va proposer à la SWE, du coup, de partager leur écran. Très bien, voilà, on voit la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend très bien. Mais Je c'est vous laisse la merveilleux. parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien et qu'on va essayer d'être rafraîchissant par cette belle journée d'été. Donc, en quelques mots, la stratégie de la SWD, qu'on peut estimer être une opportunité pour l'économie en Wallonie, on va apporter quelques chiffres. C'est une stratégie qui se veut ambitieuse mais non prétentieuse. Et le but est d'essayer de bien faire comprendre que, un, on fait partie intégrante au niveau de la SWD du paysage économique, et quelque part que l'économie dans son ensemble peut profiter de l'essor et de la stratégie de la SWD. Alors, je vais essayer simplement de faire passer les écrans. Voilà. Donc, quelques chiffres clés, mais rapidement. Donc, 1 100 000 compteurs en service, ce qui fait 2,5 millions de personnes desservies par la SWD. Environ une grosse centaine de millions de mètres cubes consommés par an par nos consommateurs. Une longueur de canalisation de l'ordre de 40 000 km, donc le tour de la Terre. Un chiffre d'affaires de 539 millions d'euros et des investissements, on y reviendra tout à l'heure, que l'on détaillera quelque peu, qui sont quand même relativement conséquents d'année en année. Et un personnel de 1315 personnes pour 190 communes qui sont desservies sur 262 en région wallonne. Alors, nous avons au niveau stratégie depuis 2014, donc le plan stratégique 2014-2022 qui se termine, qui va évidemment être suivi par 2022-2030. Le but était de gagner 29 millions d'euros récurrents d'ici 2022 et de minimum investir, ce qui nous intéresse plus, 100 millions d'euros par an. Donc, c'est-à-dire avoir un service de qualité à prix acceptable. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a réussi à maîtriser le prix de l'eau de distribution. Quelques leviers principaux, évidemment, pour décliner la stratégie. Une organisation en ligne qui s'est mise en place, capital humain qui a été mobilisé avec une trentaine d'heures de formation par membre du personnel par an, avec des filières de carrière qui sont assez originales, innovantes et bien partagées par le personnel. On doit adapter notre réseau de grands transports, ça c'est le schéma régional des ressources en eau. Digitaliser, moderniser les équipements industriels, c'est évident. En même temps, développer l'asset management. Avoir une politique beaucoup plus centrée sur la clientèle, même si, il faut l'avouer, nous sommes en situation de monopole la plupart du temps, mais ce qui n'excuse absolument rien quant au service à amener à la clientèle et accroître la performance de nos achats. Nous avons aussi la faculté, étant secteur spécial, de tout négocier, même des marchés d'1 milliard d'euros. Il n'y a absolument aucun problème. C'est un avantage dans les marchés publics. Pour ça, le prix de l'eau n'a plus bougé dans les faits depuis 2014. Le CVD réel en rouge, le CVD qui aurait été indexé serait passé de 2,62 à 2,80, il est resté à 2,62, ce qui implique quand même une maîtrise réelle des coûts par la SWD en amenant un service, on espère, qui est de plus en plus de bonne qualité. Alors, les investissements dans nos infrastructures, dans le réseau, il faut compter 105 millions en 2018, plus il faut compter 25 millions de plus pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est hors réseau et tout ce qui est véhicule, tout ce qui est équipement accessoire. Donc, ce qui veut dire que la SWD est un donneur d'ordre en travaux de l'ordre de 130 à 140 millions d'euros annuels, ce qui objectivement n'est pas négligeable, auquel il faut ajouter en services et biens divers que
Ça va de services de consultance à la standardisation d'équipements électromécaniques et tout ce genre de choses, 134 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire que globalement, on peut considérer que la SWD a investi dans l'économie wallonne entre 250 et 300 millions d'euros, ce qui n'est pas objectivement, je le répète, négligeable. Un des objectifs rapides, c'est de digitaliser au mieux et de plus en plus nos infrastructures. Ça peut paraître un peu paradoxal dans la mesure où vous allez dire la SWD, elle se contente de transporter de l'eau dans le sol, dans des petits et gros tuyaux. Oui, c'est un petit peu plus difficile que cela. Il y a évidemment une coordination, une standardisation et un dialogue permanent entre infrastructures qui peu à peu doit s'installer. Alors, le but, c'est qu'il faut arriver à mesurer en temps réel la qualité et la quantité d'eau, parce qu'on essaye maintenant, surtout avec les pics d'été, de savoir exactement au jour le jour quelle est la quantité prélevée dans l'eau et connaître la qualité, je vais dire, le plus vite possible. Automatiser tout ce qui est télégestion, tout ce qui est équipement de production et évidemment, ce que nous sommes en train maintenant de faire dialoguer en big data l'ensemble de l'asset management pour les réactifs, l'énergie, la qualité de l'eau, c'est-à-dire que l'on doit avoir le challenge de faire dialoguer des logiciels aussi différents qu'un logiciel ERP pour la clientèle, les logiciels destinés à toutes les analyses du laboratoire et le SIG, le système d'information géographique, par exemple. Donc, il faut que tout ça dialogue en temps réel, ce que nous sommes en train de mettre peu à peu en place et ce qui n'est pas objectivement totalement simple. Alors, optimiser évidemment la recherche de fuite. Nous avons divisé tout le réseau en cellules pour maîtriser parfaitement la consommation, les fuites sur nos réseaux. Entre maîtriser parfaitement et arriver à le gérer parfaitement, il y a évidemment une marge. On commence à bien le maîtriser. Le gérer parfaitement sera l'étape suivante. Services clients digitaux, ça c'est assez classique, bien évidemment, on ne va pas s'étendre là-dessus. Les recherches de fuite, on en reparlait parce qu'il y a des décisions d'investissement qui doivent également se prendre en assainissement dans le réseau d'égouttage. Vous verrez tout à l'heure qu'on prône de plus en plus une gestion sectorielle de l'ensemble des opérateurs du secteur de l'eau. Et le but est évidemment pour arriver en assainissement à la même automatisation, mais ceci n'est pas notre problème direct pour tout ce qui est effectivement l'assainissement des eaux usées. Alors, nos équipements industriels, quels sont les grands enjeux stratégiques? Outre l'amélioration continue et l'efficience, qui sont quand même des standards et des choses assez classiques dans l'aventure, c'est surtout optimiser la maintenance et optimiser la maintenance chez nous est tout sauf simple parce que historiquement, la SWD se trouve avec des réseaux qui sont conçus de manière fondamentalement différente à l'ouest et à l'est pour caricaturer, dans la mesure où la SWD, au fil du temps, a repris des tas de réseaux communaux, d'intercommunales, qui étaient tous équipés de manière différente, qui étaient quadrillés de manière différente, qui étaient conçus de manière différente. Donc, le but est maintenant d'arriver à une seule et même modalité de gestion de l'ensemble de nos équipements, ce qui n'est pas une mince affaire, mais ce qui est important. Alors, la performance du réseau pour toute la gestion des fuites est évidemment essentielle. La télégestion est assez fondamentale. On est en train de mettre en place peu à peu la télégestion réelle de toutes les installations de production qui devrait à terme être gérée par un seul dispatching pour l'ensemble de la région wallonne. C'est-à-dire que la gestion ne serait pas évidemment d'aller réparer la fuite à partir du dispatching, mais toutes les alertes arriveraient en un seul et même lieu et serait effectivement distribué pour les interventions sur le terrain en fonction des différents services. Et le but est effectivement d'avoir une maîtrise la plus absolue possible de l'exploitation. On a mis ce qui n'est guère original non plus, mais qui fonctionne, des tablettes sur le terrain. Toutes nos tournées de maintenance sont maintenant automatisées à partir de tablettes. Et lorsqu'une intervention humaine est toujours nécessaire, il y a évidemment obligatoirement l'entrée et la sortie de notre agent qui s'inscrit automatiquement dans l'ensemble des logiciels de gestion par la tablette. Donc, globalement, c'est une informatique industrielle, évidemment, qui n'a rien en soi de révolutionnaire sur la conception, mais qui, pour la mise en œuvre au niveau des services de la SWD, je vous rappelle 40 000 km de conduite avec tout ce que ça amène
comme gestion de cellules, comme gestion de pompes, comme gestion de stations électromécaniques, de stations haute et basse tension. Bref, c'est assez énorme au niveau de la quantité des assets et le but est effectivement d'en avoir une gestion la plus automatisée possible, la plus informatisée possible et surtout la plus opérationnelle possible, que l'on puisse exploiter ces données en temps réel. Parce qu'avoir des données, c'est extrêmement émouvant, mais s'il y en a trop et qu'on ne les gère pas, ça ne sert strictement à rien. Le but, c'est qu'il y ait effectivement une gestion opérationnelle et directe de l'ensemble de ces données. Donc, je vous fais grâce, je vais dire, de la manière dont tout cela est décliné, mais le but est d'avoir, je répète, une standardisation, une structuration d'une seule et unique télégestion, avec y compris les alarmes standardisées dans un dispatching, ce qui serait très objectivement révolutionnaire pour le service à la clientèle et pour la qualité de notre distribution d'eau. Alors, la modernisation de nos équipements, simplement une idée des partenaires que nous avons. Je ne vais pas vous ennuyer en les citant, mais on se base de plus en plus sur des standards du marché, donc on n'est pas là pour passer notre temps à paramétrer et à redocumenter des logiciels qui existent. Si on prend un exemple qui n'est pas nécessairement dans les équipements, mais plus dans la clientèle et la facturation, le progiciel, je vais dire, le RP SAP que nous avons chez nous, on n'a pas passé notre temps à commencer à leur décliner en fonction de notre organisation. On a simplement décidé de modifier complètement notre organisation en fonction de SAP. Donc, et ce qui a très, très bien fonctionné, avec évidemment une transition qui n'est pas toujours simple pour le personnel, mais qu'il a in fine très bien pris. Et après quelque temps, le personnel comprend très, très bien qu'il était meilleur de changer la structuration de la boîte plutôt que la structuration du logiciel qui est mondialement standardisé. Oh, quelques chiffres hein, pour vous donner une idée pour la rénovation, la standardisation de toutes nos installations, datalogger, capteurs, variateurs de fréquence, bref, dans toutes nos stations. C'est un marché de 80 millions d'euros pour vous donner une idée, qui a été effectivement qualitativement sélectionné fin 2019 et dont l'attribution définitive du marché, on l'espère, à des firmes wallonnes, se fera au conseil d'administration du mois d'octobre ici, donc c'est imminent. La gestion de tous nos actifs, ben, vous avez quand même une flopée de réservoirs et de châteaux d'eau, donc 1300, je vous ai dit 40 000 km de canalisation, 1 100 000 compteurs, 400 prises d'eau et 100 stations de potabilisation. C'est en soi des chiffres qui peuvent paraître soit impressionnants, soit non, mais ce qui est beaucoup plus le challenge de maintenant, c'est de faire dialoguer entre eux l'ensemble de ces assets et que le dialogue que nous ayons se fasse évidemment en une seule et même langue entre l'ensemble des logiciels qui gèrent ces sites de manière différente. Donc, les difficultés que nous avons, c'est que nos actifs sont essentiellement enterrés, donc par définition, on ne les voit pas ou très mal. Ils vieillissent, hein, donc c'est une durée de vie qui n'est pas infinie. Donc, même si certaines conduites peuvent vivre sans problème 150 ans, d'autres ne peuvent vivre que 40 ans, en fonction, par exemple, d'un charroi énorme, de sols qui sont plus compliqués, de mouvements structurels du sol, de l'assèchement de ces sols. Donc, il peut y avoir énormément de soucis de ce côté-là. On a des conduites d'un âge moyen qui est élevé. Un âge moyen est au-delà de 65 ans. De nos conduites. Encore une fois, ça n'a rien de dramatique d'une manière générale. On doit gérer avec des moyens financiers 120 millions d'investissements dans les travaux. C'est beaucoup, mais c'est limité. Donc, on ne sait pas changer 5% de notre réseau chaque année, de toute façon. Les besoins sont de plus en plus grands en maintenance, dans la mesure où il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus complexe. Encore une fois, les besoins ne sont pas linéaires. On ne peut pas dire on va remplacer 1% par an, boum. Ce n'est pas du tout la même chose en fonction ni des régions, ni de certains endroits où on va se retrouver devant des pics d'ici une dizaine d'années. Il faut donc un planning de gestion qu'on essaye aussi d'automatiser. Et évidemment, ça c'est la moindre des choses, c'est garantir la transmission d'assets de qualité. Donc voyez-vous, ce qui est en cours, c'est la stratégie qui doit être extrêmement réactive en matière de maintenance et de renouvellement,
parce qu'il ne suffit pas de réparer des fuites et évidemment s'arrêter à des accidents du réseau. Le but est d'avoir un réseau qui, globalement, est géré d'une manière optimale et comme les infrastructures, je le répète également, sont enterrées, ce n'est pas simple du tout. Donc, le but est de changer évidemment une organisation globale en fonction de nouvelles méthodes de l'asset management. Qu'est-ce qu'on a également comme autre grand dossier informatique? Bon, il y a la maintenance sur les réseaux, le SIG qui maintenant est en lien avec SAP, donc ça c'est un premier pas qui a été franchi. Ça nous permet surtout d'avoir un outil de diagnostic d'aide à la décision, par exemple, savoir quelles sont les conduites qui sont les plus impactées par des fuites, qui sont les plus impactées par des problèmes de chantier, pour pouvoir non plus dire on va faire 1 million en province de Liège, 1 million en province du Hainaut. Non, c'est là où c'est nécessaire qu'il faut évidemment intervenir. Alors, une structure spécialisée de recherche de fuite, parce que la fuite, c'est important, parce qu'un mètre cube produit est un mètre cube qui a coûté de l'énergie et qui ne sert à rien s'il est perdu. Donc ça, c'est également extrêmement important sur la gestion de l'énergie, dont Bernard vous parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Et le but, c'est d'avoir effectivement des objectifs importants. Nous sommes sur l'indice linéaire de perte, qui quelque part représente le pourcentage de perte du réseau, mais adapté en fonction des kilomètres de conduite et de la densité des raccordements sur ces conduites. Performance réseau dans Luxembourg ne peut pas être la même dans le centre de Charleroi, par exemple. Mais le but, c'est de passer de 5,33 mètres cubes perdus par kilomètre par jour à 4,4, donc une vingtaine de pourcents d'amélioration. Et le taux de renouvellement, la cible est d'arriver à 1%, mais on le disait tout à l'heure, ça ne peut pas être totalement linéaire. Donc, il va falloir trouver un plan global de gestion d'actifs, des plans d'entretien sur une matrice de valeur, développer les nouvelles technologies, les big data. Monsieur Brûle en a parlé tout à l'heure, l'analyse de données, c'est absolument essentiel, sinon il est absolument impossible d'arriver à savoir si la maintenance, le renouvellement doivent être équilibrés, privilégiés pour l'un ou pour l'autre. Donc, tout ça doit être évidemment calculé sur base d'algorithmes puissants. Le déploiement de la stratégie nécessite aussi un besoin important en formation, parce que sans le personnel de qualité, les logiciels peuvent être les meilleurs du monde, ça ne sert strictement à rien. Donc, il y a la gestion du changement dans la manière de travailler au quotidien avec des outils qui sont de plus en plus complexes, faut-il le dire, au niveau informatique, mais il va évidemment aussi sur la gestion du changement par rapport aux pratiques classiques de nos ouvriers de terrain, par exemple, qui elles aussi doivent changer par l'usage de tablettes, par une priorisation différente de ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent. Donc, la qualité des données est cruciale et on se base vraiment essentiellement là-dessus. Gestion des compétences. Tout à l'heure, je vous disais que le personnel, c'est fondamental. Donc, nous avons quand même un taux de formation assez grand de 28-29 heures de formation par an par équivalent temps plein. Moitié de personnes sont formées par des formateurs internes, l'autre moitié par des formateurs externes. Nous avons développé un centre de compétences en collaboration avec le Forum à Verviers au polygone de l'eau qui permet quand même maintenant de donner un paquet de formations en interne et des formations de qualité qu'on peut décliner dans le secteur également à l'international. Le reste, je vous fais grâce des chiffres de recrutement, si ce n'est que nous mettons quand même les coups de poing pénurie en œuvre en partenariat avec le Forum et nous avons encore signé, pas plus tard qu'hier, une convention à ce sujet. Je vous fais grâce des formations et du détail, mais nous avons un réseau, par exemple un mini réseau didactique qui est unique en Europe et qui permet à l'ensemble de notre personnel de se former avec des incidents réels sur un réseau. Donc, ce n'est pas du théorique, c'est vraiment du pratique. Les enjeux sont évidemment à la mesure de tout ce qui est nécessaire au niveau de la transition, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit digitale, qu'elle soit… Le mot transition, d'ailleurs, je n'aime pas trop, je parlerai plus d'évolution. Et l'évolution est évidemment d'arriver à pouvoir concentrer nos gens, à pouvoir les intéresser à la question des compétences numériques qui sont fondamentales. Et quand on a des gens dont la moyenne d'âge est d'une 50aine d'années, un tout petit peu moins,
il n'est pas nécessairement difficile de les former parce qu'ils ne sont pas moins réceptifs que des plus jeunes, mais il faut surtout la volonté de la SWD de former tout le monde à cette transition digitalisée. Et là, je pense qu'il est assez fondamental qu'en matière de formation, plutôt que des formations classiques de terrain, maintenant l'ensemble des gens soient centrés sur des formations numériques. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que notre personnel, dans sa grande majorité, est totalement demandeur de ce genre d'évolution. L'internalisation, eh bien, nous avons, M. Brûle en a parlé tout à l'heure aussi par rapport à Enabel ou à d'autres choses. Donc, nous, on est à l'international depuis déjà un moment. Nous avons toujours une démarche qui est en général associée avec les grands partenaires du secteur que sont SIL et SPGE par exemple. Notre but est de promouvoir l'accès à l'eau, la gestion publique de l'eau, parce que nous sommes une gestion publique de l'eau, ce qui n'est pas nécessairement la même chose partout. Transférer notre savoir-faire et nos technologies pour en discuter, je veux dire, avec nos partenaires à l'international et surtout soutenir l'internationalisation des entreprises wallonnes parce que c'est très méconnu. Une des missions de service public de la SWD dans son décret fondateur est la promotion de la filière industrielle de l'eau, en ce compris les entreprises privées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas négliger et qu'il faut certainement développer également à l'avenir. Bon, nous avons évidemment déjà assez bien d'expérience, que ce soit par des twinnings européens, que ce soit par des financements divers avec assez bien de pays d'Afrique, en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Les entreprises wallonnes sont demanderesses et les pays en Afrique singulièrement sont également demandeurs. Donc il faut trouver, je vais dire, la manière de mettre à la fois de la coopération au développement et de l'exportation qui peut servir à nos entreprises, mais notre but n'est pas d'exporter de manière simple, si je puis me permettre l'expression, c'est d'arriver à ce que ces exportations profitent également aux pays récepteurs et je crois qu'il y a moyen de faire énormément de choses là-dessus. Malheureusement, alors qu'on était en train de développer l'international, le Covid, comme partout ailleurs, a fait son œuvre. Les pistes de collaboration, ben, je pense qu'elles sont assez classiques. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'un séminaire peut-être à part par rapport à l'international pour voir aussi l'intérêt, on l'a déjà fait d'ailleurs, l'intérêt des entreprises wallonnes à ce sujet-là parce qu'on aimerait objectivement les associer un maximum à la chose parce qu'on a l'avantage au niveau des gouvernements et des administrations des pays d'Afrique singulièrement comme nous sommes opérateurs publics, d'avoir accès aux directeurs généraux, aux ministres extrêmement facilement. Donc ça, je pense qu'on n'est pas pris avec un objectif mercantile, on est là pour un objectif effectivement de coopération, mais je crois qu'il serait excellent que nos entreprises puissent en profiter évidemment également sur le terrain. La transition énergétique, donc globalement, parce que Bernard va vous détailler ça bien mieux que moi, nos consommations énergétiques, 90 gigawattheures en haute tension, 12 en basse tension, une dizaine de gigawattheures en gaz naturel et le carburant, globalement parlé, un petit 2,5 millions de litres par an pour l'ensemble des utilisations. Donc, qu'est-ce que nous avons, nous, dans l'optimisation énergétique? Ben, c'est la consommation d'énergie des bâtiments, ça paraît aussi assez évident, mais les bâtiments chez nous, c'est des bâtiments de tous les genres, ce ne sont pas que des bâtiments administratifs, il y a vraiment tout et ça se lie au pompage et process à la troisième ligne. Nos process sont extrêmement énergivores, donc le but est, outre l'autoconsommation, bien évidemment la plus forte possible, d'arriver à repenser à terme nos process, mais sachant que le coût de ces process ne permet pas de les changer du jour au lendemain, bien évidemment. Donc, nous avons par exemple tout ce qui est la nanofiltration à Eupen et à la Gillette qui était le must fin des années 90, début 2000, qui manifestement est quelque chose au niveau énergétique de dépasser maintenant, qui est extrêmement coûteux et d'autres technologies permettent d'arriver au même résultat pour beaucoup moins d'énergie, mais faut-il encore investir? Et la difficulté est de mettre aussi les installations à l'arrêt, fût-ce en partie. La flotte de nos véhicules, ça paraît assez évident. Je crois que tout le monde fait strictement la même chose. Donc, chez nous, le grand challenge en matière énergétique se situe au niveau de tous nos process, le pompage étant un des process,
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, avec 90 gigawattheures de haute tension, je crois qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, ne soyons pas prétentieux, qui fait le malin tombe dans le ravin, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, sachons simplement que nous avons évidemment des cibles. Nous mesurons par rapport à la production en mètres cubes, évidemment, produits. Et actuellement, nous sommes à 63 centièmes de kilowattheure par mètre cube. Le but est d'arriver à 58 en 2022, ce qui ferait de l'ordre d'une dizaine de pourcents d'amélioration. Sachant que lorsqu'on fait le benchmark européen des opérateurs, les performances actuelles de la SWDE ne sont guère brillantes, faut-il le reconnaître, elles ne sont pas catastrophiques. Elles sont dans la moyenne belge, hein, mais la moyenne belge est par rapport à des tas d'opérateurs, je vais dire, qui soient néerlandais, américains, Royaume-Uni, tout cela, il y a effectivement un benchmark intéressant dans la mesure où l'on voit que notre performance, si je puis utiliser ce mot, n'est guère brillante actuellement et qu'elle doit être absolument améliorée. Donc voilà, en conclusion, quelle est la vision de la SWD d'une manière globale? Je ne me suis pas trop évidemment axé sur l'énergie, étant donné que Bernard va la développer. C'est effectivement promouvoir une politique sectorielle de l'eau en Wallonie en standardisant les bonnes pratiques auprès des différents opérateurs, tout en assurant l'autonomie des opérateurs. Donc le but est, par exemple, le SIG, est-il malin d'avoir 25 SIG en région wallonne pour 3,5 millions d'habitants, que ce soit l'assainissement, que ce soit la distribution ou la production d'eau? Il n'est quand même pas de mauvaise gestion de discuter pour voir si on ne peut pas approcher d'une manière globale un seul logiciel, ou en tout cas des logiciels compatibles et qui se parlent. Notre souhait, c'est d'avoir un partenariat le plus fort possible avec nos entreprises. Donc, pour nous, on estime que les entrepreneurs, lorsqu'ils adjugent, et ce n'est pas toujours facile à mettre sur le terrain en œuvre, sont des partenaires et que l'entrepreneur n'est pas un ennemi. Hein, donc, ça, c'est clair. Nous sommes des partenaires avec les entreprises. On a intérêt, et il y a évidemment la législation sur les marchés publics, à ce que ce partenariat soit le plus long terme possible, parce qu'avec 300 millions d'euros quasiment par an comme commande, le donneur d'ordre qu'est la SWD peut quand même quelque part avoir un impact sur la manière de travailler dans le secteur de l'eau. Et alors nous souhaitons évidemment nous inscrire pleinement dans le plan du gouvernement wallon, Get Up Wallonia, en étant un des acteurs majeurs de la protection de notre patrimoine environnemental que constitue l'eau, parce que si nous n'avons pas comme mission essentielle dans l'évolution environnementale de la Wallonie de protéger l'eau, je crois que nous n'avons rien compris. Donc, c'est vraiment notre objectif majeur dans les années qui viennent. Voilà donc, mesdames, messieurs, j'espère ne pas avoir ni été ennuyeux ni trop long et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai quelques questions. On va aller très rapidement pour après pouvoir. Donc, typiquement, il y a une question, mais qui pourrait être abordée par Bernard. Je la cite, mais je pense que c'est Bernard qui pourrait y répondre. Il y a eu un appel d'offres sur le suivi des consommations d'énergie en 2015. C'est pour savoir si le projet avait abouti ou s'il y avait des outils à remplacer, rénover. Donc, c'est une question assez précise. Peut-être que Bernard pourra le. On peut en parler dans son exposé. Ah ben voilà, parfait. Une autre question qui me paraît générale et intéressante. Donc, dans le cadre des rénovations des conduites, est-ce qu'il y a une analyse des débits de pointe pour décider du futur dimensionnement? Donc, en gros, est-ce que dans ces dimensionnements, un optimum est recherché en fonction des coûts de pompage? Heureusement, oui. Non, il est très clair que le dimensionnement des conduites n'a peut-être rien à voir avec le coût des pompages. Hein. Donc, les choses ne sont pas nécessairement liées. Donc, le dimensionnement des conduites se fait en fonction, évidemment, des éléments que nous connaissons, éléments présents et futurs que nous connaissons. Mais il va de soi qu'on se retrouve de plus en plus, et l'été 2020 a été assez significatif, avec une gestion compliquée dans certains endroits de pic de consommation particulièrement anormaux. Exemple, tout le monde était confiné entre le Brabant wallon et l'ouest de la province de Liège, le nord-ouest de la province de Liège, et nous nous sommes retrouvés avec des pointes qui ont mis en difficulté l'approvisionnement de la région de Hanu, par exemple, alors qu'on n'a jamais eu de problème dans cette région-là, mais toutes les piscines se remplissaient en même temps et ce n'était pas simple.
Et on vient de remarquer de plus en plus, de manière de plus en plus prégnante les dernières années, que l'urbanisation de la Wallonie se fait toujours sans tenir compte du tout de l'approvisionnement en eau. Et dans la gestion qui est notre objectif, dans la vision que nous avons de la pérennisation de l'eau en Wallonie, nous estimons que nous devons sensibiliser au maximum tant le gouvernement que les communes et être un acteur majeur là-dessus aussi sur le fait que l'urbanisation peut amener des drames en matière d'eau, réels, drames locaux, hein, s'entend, mais qui peuvent amener vraiment des soucis majeurs. Et également la nouvelle mode, bonne ou pas bonne, du maraîchage, par exemple, fait que on se retrouve aussi devant des besoins en agriculture que nous n'avions pas et qui peuvent être des besoins soit des gens qui souhaitent des puits privés, mais qui impactent par définition le niveau piézométrique des nappes, ou qui demandent de l'eau de distribution à certains moments, ce qui admet des pics en plus. Donc, plus que jamais, nous estimons que la gestion de l'eau doit faire partie d'un ensemble de la gestion du territoire wallon. Très bien, merci. Il y avait une question sur la qualité de l'eau. Est-elle gérée et automatisée sur l'ensemble du réseau? Je pense que vous avez répondu. Automatisée sur l'ensemble, elle ne l'est pas. Hein. Mhm. Donc, elle l'est de plus en plus pour des paramètres qui sont des paramètres physico-chimiques. Pour les paramètres bactériologiques, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne sait encore rien voir, si ce n'est la teneur en chlore, je vais dire, dans nos conduites. Sans une culture des bactéries au moins de 18 à 24 heures, on ne sait absolument rien voir. Mais tout ce qui est, par exemple, pH, tout ce qui est problème graves de fer, de manganèse, qui ne sont pas les problèmes plus ennuyeux au niveau de la potabilité, mais tout ça se voit sur le réseau de manière quasi automatique partout. Très bien, merci. Une question, c'est peut-être un peu général, vous l'avez abordé aussi, mais les solutions concrètes mises en place par la WDE en matière de relevé d'informations, compteurs, IoT et plateformes de gestion de cette qualité et quantité des fuites. Je sais, vous l'avez déjà abordé, je ne sais pas si ça peut être peut-être précisé encore. Ça peut être précisé, mais ça, je pense qu'il ne serait peut-être pas inutile que l'on puisse alors aussi un jour expliquer plus en détail la manière dont on approche l'informatique globale, je vais dire au niveau de la SED, parce que dire ça en 10 secondes en réponse, ça n'ira pas. Il y a beaucoup trop de paramètres, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir un jour un petit exposé là-dessus pour montrer, un, l'interaction entre l'ensemble des données, deux, comment elles remontent, trois, comment elles sont traitées, et quatre, comment elles seront in fine, je vais dire, comment elles vont impacter in fine les investissements et les réactions de la SWD. C'est une excellente suggestion que je note peut-être avec notre cluster équivalent de l'Infopole Cluster TIC. Je pense que ça peut être intéressant. Ils font ce type de réflexion, donc merci pour la proposition. Et alors, peut-être dernière question assez précise, est-ce que vous incluez dans la télégestion des outils de maintenance prévisionnelle, par exemple des analyses vibratoires pour anticiper les besoins de maintenance? Non. Pas encore. Non, et objectivement, ça dépend de ce qu'on veut maintenir. Parce que les analyses au niveau vibration, ça peut être très très bien par rapport à des conduites, mais par rapport au reste, chez nous, ça a très peu d'impact. Hein. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. J'ai repris les questions un peu plus généralistes. Oui, écoutez, je vous donne la dernière question que j'avais notée. Il y a une centaine de stations de potabilisation sur les 40 000 km de distribution. La question, c'est n'est-ce pas trop peu? Nenni, hein? Non, hein? Parce que les stations de potabilisation, en général, elles sont juste à la sortie de l'eau du sol ou à la sortie de l'eau d'un barrage. Donc, les stations de potabilisation ne sont pas mises, je vais dire, plic-ploc sur le réseau, tous les 100 km sur le réseau pour caricaturer. Il faut savoir que la gestion de la qualité de l'eau se fait en général avec des chlorimètres chez nous. Hein. Donc, en réalité, il y a trois manières, en gros, de gérer la qualité de l'eau pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. Il y a l'ozonation et l'ultraviolet qui est merveilleuse, mais à l'endroit X. S'il y a X plus 1 mètre, il y a une fuite, vous n'êtes plus certain du tout qu'il n'y a pas la moindre pollution. Tandis que le chlore garantit une rémanence du traitement de l'eau sur toute la longueur des conduites. Mais ça, les chlorimètres, je vous rassure, il n'y en a pas 100. À mon avis, il doit bien y en avoir 10 000 sur le réseau, donc je ne connais pas le nombre, je vous le donnerai. Mais il est clair que toute cette gestion
de la pérennisation de la qualité de l'eau en fonction du chlore, des mesures, parce qu'on mesure le chlore également, hein, donc pour voir s'il n'y a pas de souci, eh bien ça se fait évidemment partout sur le réseau. Les stations de potabilisation sont les grosses stations, exemple VJ, la nanofiltration, à la Gillette et à Eupen. C'est ça les stations de potabilisation. Très bien. Celui qui avait posé la question sur la maintenance précise que c'était bien sur la vibration des pompes hein, qui Là, pardon, pensait. oui, ça Oui, je ne vous l'avais pas dit. Oui, la vibration des pompes, oui. Mais ça, la vibration des pompes, ça fait partie aussi de la manière dont la pompe est installée. Excusez-moi, ça va aussi vers le fournisseur. Ça dépend aussi de la qualité de la pompe et ça dépend de l'usage de la pompe, hein, me semble-t-il. Donc, mais qu'il y ait un paramètre, je vais dire, d'usure de la gestion de la pompe par rapport à sa vibration, oui, ça doit être mis en œuvre. un tout grand merci, Monsieur Bourri, pour la présentation qui a été très complète. Et maintenant, on va rentrer sur l'aspect vraiment énergie renouvelable via Bernard PV pour continuer ce webinaire. En tout cas, un tout grand merci Je pour vous votre remercie contribution aussi. aujourd'hui. Et je vous laisse en bonne main. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va continuer cette présentation avec donc une contribution de Bernard PV, donc qui est responsable énergie renouvelable. Ils sont au même endroit, donc c'est facile. Donc Bernard, je te laisse la parole. N'hésite pas à parler bien fort. Hein. Oui, je suis là et je change de présentation. Voilà. On voit très bien, super. Voilà. Vous m'entendez? Oui? On t'entend, parle bien fort avec le micro et ça ira. Super, voilà. Donc, je pense que le temps passant, je vais peut-être essayer d'être assez bref et d'aller droit au but dans la présentation. Donc, je compte vous faire un petit point général sur le contexte de l'environnement de manière tout à fait générale, la situation actuelle au niveau de la SWDE et surtout, ce qui est le plus important, les projets des années futures et de voir un petit peu l'ambition qu'on s'est fixée en matière énergétique et environnementale. Alors, un petit point par rapport à l'environnement, c'est clair que de manière assez générale, la première des choses, c'est de voir un petit peu son bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et puis, une fois qu'on connaît ces impacts environnementaux, c'est d'avoir forcément un programme de réduction des émissions de CO2, de promouvoir forcément les énergies vertes et renouvelables et à terme d'avoir également une compensation carbone. Et effectivement, le but, c'est vraiment dans nos décisions de tous les jours d'avoir cette idée de lutte contre le changement climatique. Alors, vous connaissez certainement aussi le Green Deal européen. Donc, c'est vraiment toute une série d'initiatives que la Commission européenne a mis en place pour arriver, in fine, à une Europe climatiquement neutre en 2050. Alors 2050, c'est vrai, ce n'est pas demain directement, mais par rapport à des programmes d'investissement qui se font quand même sur plusieurs années, c'est quelque chose auquel dès maintenant, il faut déjà s'y préparer pour arriver justement à ces objectifs. Et donc, il y a ce pacte vert pour l'Europe qui est finalement une feuille de route avec différents objectifs et le but, c'est de transformer ces défis climatiques et environnementaux en réelle chance à saisir pour notre activité. Alors finalement, quand on regarde un peu plus dans le détail, il y a différentes actions qui sont retenues dans ce Green Deal. C'est d'abord de promouvoir l'utilisation efficace des ressources. Et c'est clair que pour ce qui nous concerne, eh bien, travaillant avec une ressource naturelle comme l'eau, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Investir dans des technologies respectueuses de l'environnement, et ça je vais vous en parler un petit peu par la suite, d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, quels qu'ils soient, de déployer des moyens de transport plus propres et également de réduire la pollution. Alors, en termes de situation actuelle SWDE, où en est-on? Eh bien, depuis plusieurs années, 2012, on fait chaque année un bilan carbone de nos émissions. Et malgré tout, on arrive quand même à des émissions de l'ordre de 80 000 tonnes de CO2 par an. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on constate sans grande surprise que l'énergie a une grosse part des émissions. On est à plus de 30%.
Services et biens divers également, mais aussi tout ce qui est immobilisation, on en parlait tout à l'heure, avec nos bâtiments, nos conduites, nos raccordements qui pèsent malgré tout plus de 20% de nos émissions. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure des consommations avec l'électricité haute tension, basse tension. Il faut savoir qu'avec toutes nos installations, bien, on a quand même tout un nombre de points de raccordement. En haute tension, on en a quand même à une centaine. En basse tension, on en a plus de 1000. Et donc, c'est toute une gestion malgré tout. C'est vrai qu'à la base, on ne fait pas directement l'association entre l'eau qui coule un petit peu de source au robinet et toutes les consommations énergétiques associées. Et donc, c'est malgré tout assez important de se rendre compte qu'effectivement, on est hyper dépendant de notre approvisionnement en électricité pour notre process. Il y a également des consommations de gaz naturel, de gasoil de chauffage, mais ça c'est plus pour le tertiaire, et le carburant pour tout ce qui est nos déplacements de nos équipes. Un point non négligeable, c'est qu'on arrive quand même à avoir 2 centrales hydroélectriques qui produisent tout de même 7 gigawattheures par an, qui sont situées à Eupen et à Nice-Ramon. Et on a actuellement 6 installations photovoltaïques qui produisent un peu plus d'1 gigawattheure par an, et vous allez voir les développements qui sont prévus en la matière pour le futur. On a parlé un petit peu du benchmark, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On fait également pas mal d'audits énergétiques, c'est fort important pour améliorer l'efficacité énergétique de nos installations, et donc que ce soit au niveau de nos équipements de production, que de facility management, plutôt tout ce qui est tertiaire. Donc, on a mis en place depuis plusieurs années des audits récurrents avec forcément des gains en efficacité qui sont visibles, et c'est souvent là qu'on a les plus gros gains en fait avec ces audits énergétiques. En ce qui concerne le renouvelable, aujourd'hui, on a 6 installations fonctionnelles. Et fin 2019, on a attribué un marché avec 10 installations. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec nos 6 installations, on a un peu plus d'1 mégawatt. Et ici, on va passer à 6,6 supplémentaires. Donc c'est vraiment une grosse progression par rapport à ce qu'on avait par le passé. Il faut bien se dire que le but de nos installations ici photovoltaïques, ce n'est pas d'être producteur énergétique, ce n'est pas du tout notre ambition, mais c'est surtout de diminuer notre facture d'achat d'énergie et donc d'autoconsommer une grosse part de ce qu'on va produire avec ces installations. Et donc vous voyez dans la colonne, l'autoconsommation, elle est quand même importante, donc on va diminuer avec ces premières installations ici qui sont en cours d'installation, de l'ordre de 4-5 gigawattheures par an. Et donc, grosso modo, par rapport à notre consommation globale, on arrivera à un petit 5% de diminution de nos consommations. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Et vous voyez, les entrepreneurs sont des entrepreneurs wallons qui ont été retenus pour ces différents lots. Un point assez important pour nous, qu'on est en train de mettre en place depuis 2019-2020, c'est la coopération sectorielle de manière assez transversale au niveau du secteur de l'eau. Donc, pas uniquement le secteur de production et de distribution d'eau potable, mais également avec l'assainissement. Et donc, on a fait plusieurs groupes de travail et on a retenu en fait 4 leviers principaux, dont un relatif à la transition énergétique. Donc, l'idée, c'est de dire que par rapport à nos activités, même si les process ne sont pas tout à fait identiques, il y a des synergies qui peuvent être menées entre nous. Et donc, du coup, en ce qui concerne en tout cas la transition énergétique, il y a par exemple la performance des actifs, la performance énergétique des actifs qui peuvent être améliorés, le déploiement du renouvelable qui est quand même assez transversal quelle que soit l'activité, et la performance énergétique des bâtiments de la flotte, et également, mais ça c'est plutôt pour l'aspect assainissement, la valorisation des sous-produits issus justement de cette épuration. Donc ça c'est vraiment la situation actuelle de ce qu'on fait en matière environnementale et énergétique. Par rapport à nos projets 2020-2022, donc au niveau de la performance énergétique, c'est vraiment de poursuivre et d'amplifier
nos audits énergétiques parce que c'est vraiment grâce à ces audits, cette vue extérieure avec des auditeurs indépendants que souvent on met en lumière des pratiques qui sont devenues parfois des habitudes et qu'on n'a pas vraiment toujours regardé à améliorer, soit pour des raisons historiques ou bien parce que le personnel en place a toujours vu fonctionner les installations de telle manière. Et donc voilà, c'est bien d'avoir un œil extérieur. On a parlé un petit peu tout à l'heure, par exemple, des processus de nanofiltration qui sont très énergivores. Effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé depuis de nombreuses années. Mais à bien y regarder, effectivement, on peut parfois optimiser en fonction de la qualité d'eau entrante les taux de nanofiltration. Ce n'est pas toujours nécessaire de passer tout sur les lignes de nanofiltration puisque ces lignes doivent, pour fonctionner de manière optimale, avec plusieurs étages, mettre en pression de l'eau pour passer vraiment dans ces membranes avec de la taille du nanomètre les filtres. Et donc, on arrive à des pressions de 5 à 10 bars. Et donc, c'est très, très énergivore. Et donc, avec du recul, ça nous permet souvent d'affiner justement ces réglages d'installation et ainsi de diminuer fortement nos consommations énergétiques. On a également, en ce qui concerne les bâtiments tertiaires, initié un gros programme d'amélioration de performance avec Renowatt. Donc, il va se mettre en œuvre ici. Le but, c'est vraiment de faire des contrats long terme pour améliorer la performance. Pas notre baisse en tant que tel, les bâtiments tertiaires. Et donc là, c'est une opportunité vraiment avec un qui a déjà de l'expérience en l'interne. En termes d'énergie renouvelable, c'est clair que par rapport au développement, on parle du photovoltaïque, l'éolien. Le photovoltaïque, c'est malgré tout la filière la plus aboutie et pour laquelle la mise en œuvre est quand même assez aisée, même si effectivement en termes de chantier, ça prend toujours un certain temps, il faut des autorisations, des permis, mais malgré tout, c'est une filière mûre. Et donc, ici, c'est vrai qu'on a attribué notre conseil d'administration a attribué fin 2019 cette première phase. Donc, aujourd'hui, on est en plein dans les travaux d'exécution, mais on est aussi occupé à lancer un second marché avec la SPGE de l'ordre de 5 MW, mais sur quand même une vingtaine de sites, donc 5 MW SWDE. Et donc ça, c'est un marché qui a d'abord été lancé, mais comme vous le savez peut-être, avec les changements au niveau des taux d'octroi des certificats verts, on a un petit peu modifié le marché qui était initialement lancé. Donc ça va être lancé ici fin de cette année pour installer plutôt 2021 du coup. Et également, dans les axes de développement, on analyse également la faisabilité de panneaux photovoltaïques flottants sur Eupen et sur le Riz de Rome notamment. Et là, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu avancé avec certains partenaires industriels, mais on est un peu à la recherche là de partenaires qui pourraient développer ce genre de projet avec nous. Voilà. En termes d'éolien, il y a un projet par un développeur externe à Gorin, donc près de Tournai, pour alimenter une de nos grosses stations de potabilisation qui également utilise de la nanofiltration. Donc ça, c'est pour l'ambition des projets 2020-2022. Il y a la suite, évidemment, puisque on a parlé tout à l'heure, l'objectif 2050, effectivement, on doit déjà aller au-delà. Et donc, par exemple, en termes de photovoltaïque, on s'est fixé une ambition 2030 qui est tout de même assez importante. Donc aujourd'hui, on est à 1,2 gigawattheure de production. Avec le premier marché, on va tourner aux alentours de 6. Et puis, finalement, on s'est donné une ambition de l'ordre de 23 gigawattheures à l'horizon 2030. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. On parle d'un quart de notre consommation énergétique globale. Mais c'est clair que pour y arriver, il y a certaines contraintes et hypothèses qui ont été retenues, notamment d'avoir accès, quand c'est possible, à du foncier, puisque on n'est pas toujours propriétaire des terrains avoisinant nos grosses installations de consommation.
une hypothèse liée au PV flottant, puisque aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet de développement, mais avec les variations, par exemple, des niveaux de lac, ce n'est pas toujours évident d'avoir des structures qui peuvent comme ça varier en termes de niveau. Et par rapport aussi à des installations qui, quand on regarde un petit peu les références de certains producteurs de matériel, sont beaucoup plus importantes. On est parfois avec des installations qui sont un peu trop petites pour certains développeurs. Et donc là, effectivement, c'est un sujet qu'il faut encore un peu creuser. Et puis alors, il y a aussi ces communautés d'énergie renouvelable sur lesquelles, effectivement, on est assez intéressé. On a parfois des installations qui se situent en bordure de zoning et d'activités industrielles. Et donc, c'est là qu'on pourrait aussi avoir des synergies avec des entreprises pour se dire que, oui, quand on développe du renouvelable à certains endroits, ça puisse profiter à d'autres et vice-versa. Et donc, là, c'est aussi un sujet qui doit être approfondi par la suite. Donc ça, c'est en termes de photovoltaïque. Par rapport à notre flotte de véhicules, on en parlait, c'est quand même une flotte assez importante. On parle d'un millier de véhicules. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la majorité des motorisations sont de type moteur diesel. Et c'est vrai que si on regarde un peu l'ambition qu'on s'est fixée, c'est d'aller malgré tout en 2030 vers des véhicules 100% électriques. Alors oui, il y a bien une phase un peu transitoire, en tout cas on le pense, avec du CNG, puisqu'on a déjà une partie de la flotte qui est sous CNG aujourd'hui, et c'est quelque chose qui va augmenter dans les prochaines années ici. Mais c'est vrai que notre vision aujourd'hui, c'est malgré tout les véhicules à motorisation électrique, mais cela engendre malgré tout des contraintes techniques assez importantes, puisque si on devait dès demain basculer l'ensemble de notre flotte avec des véhicules électriques, eh bien, il faut techniquement faire des grosses modifications sur nos sites sur lesquels les véhicules séjournent pendant la nuit. Et donc, à savoir, bah oui, des puissances de connexion qui ne sont pas toujours présentes. Et donc, les réseaux ne sont pas non plus toujours prêts à accueillir des puissances importantes. Donc, c'est toute une série de choses qu'on doit encore valider pour justement cette flotte de véhicules avec notre idéal de 100% électrique en 2030. En termes de bâtiments tertiaires, eh bien, je vous en ai parlé, on a lancé le contrat de performance énergétique avec Renoat. Donc, tout ça va se mettre en place. Ça veut dire que dans les prochains mois, on va lancer les cahiers des charges pour justement améliorer la performance de nos bâtiments avec des missions vraiment de résultats, avec des buts de résultats. Et aujourd'hui, on a été occupé dans ces derniers mois à faire justement le monitoring de nos consommations afin d'établir justement ces CPE pour le futur. Et en termes de process, eh bien oui, on reste avec nos audits énergétiques et surtout la mise en œuvre des plans d'action, puisque des audits en tant que tels, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas les actions qui suivent derrière, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre ambition 2030. Et en termes d'horizon maintenant plus lointain, eh bien, c'est vrai que si on va au-delà de 2030, eh bien, clairement, le but 2050, et on rejoint malgré tout ce qui se fait dans le Green Deal européen, c'est d'arriver à cette neutralité carbone en 2050. Et donc, c'est clair que pour assurer nos missions de distribution d'eau à nos clients, on aura toujours besoin d'énergie. Donc ça, arriver à une consommation nulle, je pense qu'il faut vraiment l'oublier. Mais par contre, donc, la poursuite des actions par rapport à nos performances énergétiques. Donc aujourd'hui, on voit que on arrive à des actions qui permettent de réduire fortement les consommations énergétiques, parfois des actions qui ne sont pas toujours compliquées à mettre en œuvre, mais qui peuvent être mises facilement en œuvre par des réglages, par exemple, du process. Mais on sait très bien qu'on ne va pas descendre de manière récurrente à zéro. Et donc, on va se retrouver forcément, après un certain temps, avec un talon
sur lesquels on ne va pas pouvoir faire des améliorations significatives, puisque les premières améliorations, forcément, sont les plus importantes. En termes de mobilité, ben ça c'est clair qu'il y a des grosses améliorations qui vont pouvoir être faites, notamment pour diminuer les émissions par les carburants fossiles. Forcément, poursuivre les investissements en énergie renouvelable, hein, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et il y a évidemment ce solde. Et donc là, eh bien, il y a différentes options. Ben, il y a l'option des puits de carbone, crédit carbone plutôt, qui peuvent être repris dans différents projets. Pour votre information, il y a déjà un petit temps, on a lancé des green bonds pour justement introduire un petit peu cette démarche. Et puis, il y a également le PPA. Donc, par rapport justement à ce contrat d'achat d'énergie. Et donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel on va pouvoir travailler dans le futur avec des contrats d'approvisionnement plutôt long terme avec un ou plusieurs producteurs d'énergie renouvelable. Et donc, le but, ce serait bien sûr d'avoir des prix stables sur une plus longue période, 5, 10 ans, voire plus, mais surtout d'avoir aussi des prix attractifs et sous les prix du marché. Alors, c'est clair que aujourd'hui, à l'issue un petit peu de cette crise Covid, on a pu profiter malgré tout de prix de l'énergie particulièrement bas. Mais bon, c'est un contexte vraiment conjoncturel. Mais donc à terme, c'est vrai que nous, si on regarde vraiment l'horizon 2050, on veut arriver à structurer mieux nos achats d'énergie dans ce sens. Ça va nous permettre aussi de diversifier les sources d'énergie renouvelables et également d'avoir une image de marque importante par rapport au développement durable. Et donc, un exemple, par exemple, c'est effectivement la société Google qui a fait un PPA pour une très grosse puissance. Et donc, c'est un peu ce genre de modèle qu'on aimerait bien mettre en œuvre dans les années futures. Mais c'est clair que le contexte aujourd'hui est en train de se mettre en place, tout comme les communautés d'énergie renouvelable. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se structurer à ce niveau. Et on veut vraiment être un acteur justement de cette transition énergétique et pouvoir profiter justement des meilleures alternatives pour verdir en fait notre production d'eau. Et donc, en conclusion, puisque le temps est un peu compté, c'est clair que les changements climatiques, on l'a vu cet été, c'est quand même un signe important, c'est finalement l'affaire de tous. Et que l'environnement, hein, je vous ai parlé du bilan carbone qui se fait depuis 2012, c'est quand même une préoccupation depuis plusieurs années. Et forcément, avec les projets ici que je viens de vous présenter rapidement, eh bien, on a vraiment l'ambition de verdir en fait l'eau qu'on va pouvoir distribuer demain. Et finalement, c'est grâce à l'implication de tous nos collaborateurs, mais aussi de tous nos partenaires industriels avec lesquels on travaille sur des projets qui s'étalent parfois sur plusieurs années. Et donc, c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, des partenariats à long terme qu'on veut mener avec les entrepreneurs pour avancer dans notre transition énergétique et environnementale. Voilà. Merci beaucoup Bernard, c'était très complet avec l'ensemble de la présentation. On a eu vraiment une overview complète, je pense, de la vision énergétique et environnementale du groupe. Donc ça, c'est vraiment idéal. Évidemment, un petit mot sur le lien qu'on peut faire avec le cluster. Nous, on se positionne vraiment comme un pooling, évidemment, d'acteurs technologiques, d'offres. Et c'est clair que quand on voit les besoins et les challenges qui arrivent en termes de PV, en termes d'audit, de communauté, d'IoT, de process, de maintenance, de PPA, on voit vraiment que c'est tout l'écosystème de tuiles. Et donc, on va se positionner, on pourra vous soutenir, ce qu'on fait déjà actuellement. Et je pense que là,
il y a un vrai lien long terme qu'on peut créer. Alors j'ai j'ai quelques questions. Et alors il y a deux personnes qui posent la même, donc je vais commencer par celle-là. Quelle est la part d'électricité liée au process et aux autres activités, par exemple les bâtiments, les activités administratives et autres? On est à 95% lié à notre process et 5% pour le tertiaire. Et donc, c'est clair que parfois, quand on met des mesures en place pour limiter les consommations énergétiques de nos bâtiments tertiaires, on joue là sur 5% de notre consommation globale, donc c'est très faible, mais c'est surtout important pour donner un bon signal à nos collaborateurs qu'effectivement, on doit réduire nos consommations énergétiques à tout niveau. Mais c'est clair que pour nous, l'impact majeur, c'est réellement le process. Et en gros, dans nos process, 75% c'est lié à du pompage. À différents niveaux, que ce soit des pompes immersibles dans les nappes phréatiques, dans nos puits, que ce soit pour du traitement d'eau ou bien alors pour du pompage lié vraiment à la distribution, donc pour remplir nos ouvrages de stockage, nos châteaux d'eau et réservoirs. Très bien, merci. Des questions purement techniques, enfin pas techniques, mais opérationnelles pour nous. Donc oui, vous recevrez les présentations. Il y aura peut-être une validation de la part de la SWDE, mais les présentations seront envoyées. De toute façon, le webinaire était enregistré. Autre question, je reviens parce que on l'avait donc mentionné avec Monsieur Bourri. Donc il y a eu un appel d'offres pour l'ensemble de suivi de l'ensemble des consommations d'énergie de WDE. Je suppose que c'est au-delà des bâtiments, c'était aussi sur le réseau en tant que tel. Est-ce que le projet a abouti ou alors y a-t-il une actualisation prévue? Il y a une actualisation prévue. En fait, ce projet de comptabilité énergétique a été initié in fine pour avoir le détail assez poussé de nos consommations énergétiques équipement par équipement. Donc ça veut dire que l'idée de base, c'est de se dire qu'on va pouvoir récupérer les informations, par exemple, de différentes pompes d'une station, en tout cas les gros consommateurs, et ainsi de pouvoir monitorer de manière très très détaillée nos consommations énergétiques. Alors aujourd'hui, on se rend compte que par des problèmes parfois informatiques, on a parlé tout à l'heure d'un gros projet de standardisation de nos équipements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est occupé à modifier des grosses installations de pompage et donc on modifie les armoires électriques, les équipements et également les systèmes de monitoring, et on se rend compte que on a peut-être voulu aller trop dans le détail au début, et aujourd'hui on est plus dans une réflexion de se dire ok, ne devons-nous pas regarder d'abord les grands consommateurs, lier ces consommations énergétiques avec les volumes produits de nos installations, que ce soit de manière mensuelle, journalière ou même horaire, et ainsi avoir d'abord une première vue macro de nos consommations énergétiques, parce que à force de vouloir aller trop dans le détail, on se dit qu'on va peut-être perdre un petit peu le pilotage global de nos consommations énergétiques. Aujourd'hui, on est occupé justement à revoir un petit peu cette stratégie pour d'abord avoir une bonne vue macro de nos consommations et puis après seulement de pouvoir aller dans le détail. Très bien. Justement, comme tu mentionnes que la partie process est évidemment hyper importante, est-ce qu'il y a un suivi de temps réel de performance des rendements des pompes, typiquement par kilowattheure, par mètre cube pompé, par exemple? Est-ce qu'il y a ce type d'analyse qui est fait? Et donc, c'est cette analyse qui doit être intégrée dans l'outil de comptabilité énergétique. Alors, aujourd'hui, donc, on est malgré tout toujours avec des systèmes de reporting assez variés. Alors, un système qui est à forte présence, c'est un ancien système SimView, que certains connaissent peut-être, mais sur des grosses installations de production, on a parlé tout à l'heure de VJ, par exemple, où on a 2 grosses nanofiltrations, on a des équipements de type ABB. Sur d'autres installations, on a du Rockwell. Et donc, cette diversité en termes d'outils de monitoring fait que techniquement, ce n'est pas toujours évident de mettre à disposition les bonnes données aux bons endroits. Il faut savoir que cette compta énergétique, elle va devoir aller chercher des informations dans différents systèmes. Et c'est justement ces données, finalement,
qui sont parfois difficiles à faire remonter dans un outil commun avec justement un bon taux de reporting de ces informations. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est avoir une vision macro avant d'aller dans le détail. Oui. Ok, très bien. Il y a une question, mais je ne sais pas si elle est pertinente pour toi. C'est peut-être plutôt lié avec la SPGE, donc les valorisations énergétiques envisagées par les boues. Je te suppose que ce n'est peut-être pas une spécialisation de ta part ou une réflexion. Oui, alors c'est clair que nous, on est un tout petit producteur de boue sur certaines installations, notamment pour tout ce qui concerne les eaux de surface, donc notamment à Eupen, à La Gilette et à Gora, où là on utilise de l'eau de surface, mais liée à de l'exorde de carrière. Là, on a de la valorisation des boues. Oui, alors aujourd'hui, la valorisation énergétique des boues, c'est plutôt en effet lié à l'assainissement, où là, il y a des grosses quantités de boue à traiter et il y a des valorisations qui sont déjà en place. Oui. Je pense qu'on répliquera peut-être l'exercice avec la SPGE et sur leur traitement. C'est clair que c'est un sujet important pour nous aussi. Mais la dernière peut-être question, et puis on clôturera, on aura appris donc un petit quart d'heure de plus. Y a-t-il une réflexion sur les réseaux de chaleur qui pourraient être alimentés par la thermie de l'eau dans les canalisations? Alors aujourd'hui, on utilise un tout petit réseau de chaleur sur un de nos sites à Villers-sous-Bouillé, où effectivement on chauffe un bâtiment tertiaire avec de l'eau qui transite par un château d'eau. Alors ça n'a quasiment pas d'impact sur la température de l'eau qui est distribuée, puisque les débits dont on parle n'ont aucune mesure, mais c'est quelque chose, oui, qui pourrait être envisagé. On a envisagé plutôt de s'intégrer sur un réseau de chaleur existant. Et là, c'était plutôt d'installer un bâtiment tertiaire dans un zoning dit d'État. Mais finalement, aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'analyse, mais c'est quelque chose qui pourrait être mené. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le tertiaire, ce n'est pas notre cœur de bataille, puisque clairement, on a bien plus à gagner dans nos process. Mais on espère que le projet Rénov', par exemple, pourrait mettre ça en œuvre pour l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments tertiaires. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup, Bernard. Ce que je proposerais, c'est qu'évidemment, je pense que tu es la personne de contact idéale pour en fait finalement l'écosystème de Tweed pour ces questions qui ont été abordées aujourd'hui. Donc, je pense que si il y a des questions spécifiques ou des suivis à faire, n'hésitez pas à passer par nous et on relaiera peut-être l'email de Bernard si tu Ouais, veux bien bien. sûr. Et comme ça, le suivi peut se faire de manière individuelle et de manière collective. Comme je mentionnais, ben, il y a tout un aspect, quand je vois les analyses de préfaisabilité, les offres qui vont arriver, ben, je pense que le cluster peut être aussi un relais pour trouver les bons partenaires et aussi les innovations. On parle de PV flottant, les Ok. communautés, c'est toutes des innovations sur lesquelles on travaille et donc on est ravis de faire le lien avec vous. Donc voilà, on va clôturer, donc petit quart d'heure de retard, mais ça a été très complet. Je pense que ceux qui ont participé jusqu'à maintenant, ont pu en profiter. Je te remercie Bernard, je remercie Philippe Bourri à distance Merci à tous. et à très bientôt Oui. pour les autres. Excellente journée. Au Excellente revoir. journée.